Mes mains étaient tendues devant moi, et je ne pouvais rien faire pour les arrêter. Quand mes doigts ont touché le miroir, tout est devenu noir. Un peu de contexte à mon sujet. Je suis un homme en parfaite santé de 26 ans. Ce jour-là, j'étais pleinement éveillé, sobre, tout à fait lucide. Voici ce qui s'est passé, étape par étape. Je suis allé dans la cuisine pour me servir un verre. J'ai pris un verre et j'y ai versé du Pepsi. J'ai ouvert le congélateur pour prendre un glaçon, que j'ai ensuite mis dans le verre, avec le Pepsi. Je l'ai clairement vu, ce glaçon. Je jure que mon esprit était parfaitement clair. Je me souviens toujours de ce que je fais, surtout dans ce genre de situation. Si je mets un glaçon dans un verre, je m'en souviens. Pas de doute là-dessus. Et puis, j'ai eu comme un bref moment d'absence, à peine une seconde, peut-être même moins. Quand je suis revenu à moi, le glaçon avait disparu. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Je savais que je l'avais mis là, dans ce verre. J'ai tout de suite vérifié le bac à glaçons dans le congélateur, celui dont je m'étais servi. Un glaçon manquait, celui que j'avais pris. Pourtant, dans le verre, rien. J'ai cherché dans toute la cuisine, pensant qu'il était possible, par je ne sais quel hasard, que je n'ai pas mis le glaçon dans le verre. Mais il était introuvable. Aucune trace du glaçon, nulle part. Je suis absolument certain que le glaçon était là, dans le Pepsi. Je sais que cela peut sembler ridicule, une chose si insignifiante. Comme si, oh, peut-être que tu ne l'as simplement pas mis là, ou que tu l'as oublié. Mais non. Je l'ai mis, j'en suis certain à 100%. Cela s'est passé il y a environ une semaine. C'était une journée normale à l'école. C'était la dernière heure de cours, et nous étions en train de passer un examen. Mon ami, assis juste à côté de moi, m'a demandé une réponse à une question. Le professeur, qui semblait avoir l'ouïe fine, nous a immédiatement avertis de ne pas parler entre nous. Jusque-là, tout paraissait ordinaire. Puis, mon ami m'a de nouveau posé la question. Une seconde plus tard, le professeur s'est approché une nouvelle fois, nous disant une fois de plus de ne pas parler. Une tension étrange s'est installée. Le professeur est reparti, mais, comme dans un mauvais rêve, la scène s'est répétée. Mon ami m'a reposé la même question. Le professeur est revenu, nous a sermonné, puis s'en est allé, encore une fois. Et cela ne s'arrêtait pas. C'était comme si nous étions coincés dans une boucle, la même scène se reproduisait encore et encore. Le temps semblait s'étirer à l'infini. Au début, j'étais simplement perplexe, essayant de comprendre ce qui se passait. Mais plus les répétitions continuaient, plus je commençais à paniquer. Tout mon corps réagissait à cette sensation d'être pris au piège dans un moment figé. Je ne pouvais que murmurer des mots simples, à l'aide, et « qu'est-ce qui se passe ?» Mon ami, quant à lui, ne cessait de répéter la même phrase, inlassablement, « calme-toi maintenant ». Il ne disait rien d'autre, juste ces mots, encore et encore. Je le fixais, terrifié, alors qu'il répétait cette phrase comme un automate, sans fin. Plus il répétait, plus ma peur grandissait. J'avais l'impression que la réalité s'effondrait autour de moi. Je ne pouvais plus supporter cette situation. Pris de panique, j'ai soudainement bondi de ma chaise, attrapé mon sac à dos et je suis sorti de la salle de classe, laissant tout le monde derrière moi. Ce qui s'est passé à partir de ce moment reste flou. Je me souviens seulement d'une sensation de vertige. Le trajet de la classe jusqu'à la sortie de l'école s'est transformé en une série de répétitions chaotiques, comme si je vivais la même action des milliers de fois, sans vraiment m'en rendre compte. Tout semblait tourner en boucle, encore et encore, comme si le temps lui-même refusait de progresser normalement. Finalement, en marchant vers la gare pour prendre le train et rentrer chez moi, ces étranges boucles ont commencé à s'estomper progressivement. À mon arrivée chez moi, elles avaient complètement disparu. La réalité avait retrouvé son cours normal, mais ce que j'avais vécu restait un mystère total. Je n'ai toujours pas d'explication pour ce qu'il s'est passé. Mon meilleur raisonnement est que j'ai peut-être traversé un épisode de déréalisation. Quand j'ai raconté ce qui s'était passé à mon ami, il ne semblait pas se rappeler la majorité de l'incident.
Il m'a seulement dit que je m'étais levé et que j'étais sorti de la classe sans raison apparente. Il y a environ 6 ans, j'étais sergent dans l'armée. Un jour, 4 de mes soldats et moi travaillions sur l'entretien de nos véhicules, comme chaque lundi au parc automobile. J'étais avec cette unité depuis presque 2 ans, et la procédure pour remettre nos documents de maintenance avait toujours été la même. Le processus était simple et bien rodé. Inspecter les véhicules. Annoter les pannes sur le formulaire de maintenance. Apporter les formulaires au mécanicien pour qu'il vérifie les pannes. Une fois vérifiés, remettre les documents au commandant en second de la compagnie. Ce lundi-là, après avoir distribué les formulaires de maintenance à mes soldats, ils sont sortis pour accomplir leur tâche. Mais peu de temps après, ils sont revenus vers moi, me disant que les mécaniciens refusaient de vérifier les formulaires. Selon eux, il fallait d'abord remettre les formulaires au commandant en second avant que les mécaniciens ne s'en occupent. Cela m'a irrité, car je savais que ce n'était pas la bonne procédure. Je pensais qu'il s'agissait peut-être d'un nouveau mécanicien mal informé, alors je suis allé parler au chef des mécaniciens, un adjudant. Lorsque je lui ai expliqué la procédure que nous suivions, il m'a répondu textuellement « On n'a jamais fait ça comme ça, sergent ». À ce stade, je commençais à penser qu'on me faisait une farce. J'ai donc appelé mon sergent de peloton, qui m'a dit que j'avais tort et que la procédure avait toujours été celle que les mécaniciens suivaient ce jour-là. Mais je n'étais pas le seul à me souvenir de l'ancienne procédure. Mes 4 soldats étaient tout aussi confus que moi. Nous avons demandé à des camarades d'autres pelotons, à d'autres mécaniciens, et même à d'autres sergents. Tous nous ont affirmé que nous avions tort, et que cela avait toujours été fait de cette manière. Agacés mais voulant en finir, nous avons tous décidé de suivre cette nouvelle procédure pour la journée. Une semaine passe, et le lundi suivant, nous revenons au parc automobile pour refaire l'entretien. Cette fois, nous suivons le processus nouveau que nous avons appris la semaine précédente. Je me rends donc directement chez le commandant en second avec les formulaires avant de passer par les mécaniciens. Mais en me voyant arriver, le commandant en second me regarde et me dit « Qu'est-ce que vous faites, sergent ? Ces documents doivent d'abord être vérifiés par les mécaniciens avant que vous ne me les apportiez. » J'ai éclaté de rire, pensant qu'il me faisait une blague. Mais non, il était tout à fait sérieux. Stupéfait, je retourne au parc automobile pour demander au chef des mécaniciens, qui confirme alors la procédure que je connaissais depuis le début, d'abord les mécaniciens, ensuite le commandant en second. Je retourne à mon bureau et j'annonce la nouvelle à mes soldats, qui sont tout aussi déconcertés que moi. Tout le monde était revenu à la procédure originale, et personne, à part mes 4 soldats et moi-même, ne se souvenait du changement qui s'était produit la semaine précédente. Pour nous 5, c'était comme si tout le monde avait eu un trou de mémoire collectif, comme si nous avions vécu une sorte de glitch partagé. La procédure n'a plus jamais changé par la suite. Elle est restée la même pendant les 18 mois suivants, jusqu'à mon départ de cette unité. À ce jour, il m'arrive encore de repenser à cette histoire, et cela me rend fou de ne pas savoir ce qui s'est réellement passé. C'est comme si, pendant une brève période, nous étions passés dans une réalité alternative, avant de revenir à la normale. Hier soir, mon mari préparait le dîner. Depuis le canapé où j'étais assise, j'avais une vue dégagée sur la majorité de la cuisine et sur le couloir qui y menait. La seule partie de la cuisine qui m'échappait était l'extrémité la plus éloignée, celle qui se trouvait hors de ma ligne de vue directe. Je pouvais l'entendre s'affairer, le bruit des ustensiles de cuisine résonnait dans les casseroles, et je le voyais se déplacer à travers la pièce. À un moment donné, je l'ai vu se diriger vers l'extrémité de la cuisine que je ne pouvais pas voir, continuant d'entendre les bruits habituels de la préparation du repas. Puis, à peine 3 secondes plus tard, je l'ai aperçu sortir de la salle de bain, marchant calmement dans le couloir avant de revenir dans la cuisine comme si de rien n'était. Tout s'est passé tellement vite que j'ai eu un moment de sidération. Comment pouvait-il avoir été dans la cuisine une seconde et sortir de la salle de bain l'instant d'après ? L'étrangeté de la situation me frappait, car il n'y a qu'une seule entrée à la cuisine. Je l'aurais forcément vu quitter la pièce s'il avait voulu passer dans le couloir. En plus, notre appartement est au dernier étage, ce qui signifie que pour aller de la cuisine à la salle de bain en évitant de passer par le couloir, il aurait fallu faire quelque chose d'impossible,
comme percer un trou dans l'appartement des voisins d'en dessous et utiliser une échelle pour remonter par la minuscule fenêtre de la salle de bain. Mon esprit essayait de donner un sens à ce qui venait de se passer, mais aucune explication logique ne semblait tenir. Ce n'était pas la première fois que des choses étranges se produisaient chez nous. Récemment, un incident m'avait déjà perturbé. Une chaussure, normalement posée dans le couloir, avait mystérieusement atterri sur notre lit, en ayant franchi un portillon pour bébé. Nos chiens, qui ne jouent jamais avec les chaussures, ne peuvent pas sauter au-dessus du portillon, encore moins grimper sur le lit. L'événement était resté inexpliqué. Je n'ai pas osé parler de cette nouvelle anomalie à mon mari. Il est déjà assez nerveux avec toutes ces bizarreries qui s'accumulent. Il commence à sentir que quelque chose d'étrange se déroule dans notre maison, mais nous ne savons pas comment l'aborder. Pour ma part, je reste troublé, incapable de trouver une explication rationnelle à ce que j'ai vu ce soir-là. L'année dernière, j'étais chez ma mère, et nous discutions de choses banales concernant la maison. À un moment, elle m'a parlé de son changement de routine de nettoyage. En réponse, j'ai fait remarquer que les fenêtres étaient vraiment très sales. Ma mère acquiesça et m'expliqua que c'était parce que l'homme qui s'occupait habituellement de nettoyer les fenêtres avait été renvoyé. Il avait été pris en train de voler chez un voisin, et le bâtiment avait décidé de ne plus faire appel à ses services. Il faut dire que les fenêtres dans l'immeuble de ma mère sont très grandes, les mêmes dans chaque appartement, donc un coup de main est souvent nécessaire pour les entretenir. Choqué par cette révélation, j'ai évidemment bavardé un moment avec elle à propos de cette histoire, en spéculant sur ce qui s'était passé. Après cet échange, j'ai vite laissé l'affaire derrière moi, sans trop y repenser. Environ 3 mois plus tard, je me suis retrouvé à nouveau chez elle. En pleine conversation, elle s'exclama soudainement « Tu ne vas pas croire ce qui s'est passé avec le gars qui nettoie nos fenêtres. » Surprise, je lui ai demandé « Il n'avait pas été renvoyé ?» Ma mère me regarda, visiblement perplexe. « Mais si, tu m'avais dit qu'il avait volé chez un voisin et qu'il avait été licencié, non ? On parle de la même personne ?» Elle secoua la tête, encore plus confuse, et me demanda comment je pouvais savoir cela. Je lui ai répondu qu'elle m'avait raconté cette histoire 3 mois plus tôt. Le silence s'installa, et elle me dit que cet incident s'était produit, la veille. Elle vérifia même les documents de l'immeuble, et tout correspondait. L'homme qui nettoyait les fenêtres avait effectivement été pris en flagrant délit de vol dans un appartement voisin, et cette information ne datait que de la veille. Pourtant, je me souvenais clairement que nous en avions discuté 3 mois auparavant, avec les mêmes détails. Cet étrange décalage temporel m'a laissé perplexe. Comment aurais-je pu savoir ce qui allait se produire avec autant de précision, des mois avant que cela ne se produise réellement ? À ce jour, je ne comprends toujours pas ce qui a pu se passer. Je viens tout juste d'emménager dans un condo. C'est un grand espace, confortable et accueillant depuis 3 mois, à une exception près. Chaque nuit, entre 23h55 et minuit, quelque chose tombe du mur. Mais il y a un twist que je pourrais appeler un bug dans le bug, que je vous dévoilerai à la fin. Je vous assure, c'est une histoire vraie. Chaque nuit, à ces heures précises, un objet tombe de mon mur. Petite mise en contexte. Je travaille à des horaires inhabituels. Mon temps pour moi se situe généralement entre 22h et 4h du matin. Je couche les enfants, remplis la gamelle du chien, embrasse ma femme avant qu'elle s'endorme, et je me plonge enfin dans mes livres, Team Fantasy, où êtes-vous ? C'est là que les choses commencent à devenir étranges. Ma fille, qui a des besoins spéciaux que nous ne comprenons pas encore entièrement, elle voit des médecins, a une obsession, son calendrier. Et c'est son calendrier, donc elle décide comment le fixer. Son choix ? Du ruban adhésif, et du scotch pour être précis. Et, en tant que père, je ne peux qu'être fier. Elle a fixé le calendrier assez bas, juste à côté de la porte de la cuisine. Maintenant, comme vous avez probablement deviné en lisant le titre, le calendrier tombe tous les soirs entre 23h55 et minuit. Jusqu'ici, rien de si bizarre, on pourrait expliquer ça scientifiquement. Le ruban adhésif perd peut-être son adhérence tout au long de la journée avant de finalement céder à ces heures-là. C'est logique. Alors,
J'ai pris un clou de 2,5 cm et je l'ai enfoncé dans le mur pour fixer le calendrier. C'est là que ça devient plus étrange. Parce qu'il est encore tombé. En entendant ce bruit, mon cœur a bondi dans ma poitrine. J'avais cloué ce foutu calendrier au mur. En inspectant de plus près, j'ai vu que le papier s'était déchiré autour du clou. Je ne voulais pas en rester là, alors j'ai pris une nouvelle mesure. Cette fois-ci, j'ai utilisé du ruban adhésif et un clou. Le lendemain soir, le calendrier n'est pas tombé. Mais quelque chose d'autre est tombé. Un dessin de l'un de mes enfants, accroché sur le frigo. Ces dessins n'étaient jamais tombés auparavant. Cela a continué pendant environ 2 semaines. Le calendrier restait en place, mais les dessins tombaient. Puis, tout d'un coup, les dessins sur le frigo ont cessé de tomber et le calendrier a recommencé à se détacher. Le ruban adhésif s'est décollé, et le clou a à nouveau déchiré le papier à l'endroit où il était fixé. À ce stade, j'en ai conclu que l'univers se moquait de moi. Et pour être honnête, j'ai commencé à avoir peur. J'ai décidé de laisser le calendrier tomber à son rythme, car je ne veux même pas imaginer ce qui se passerait si je m'acharnais à le fixer avec une vingtaine de clous ou si je retirais tous les dessins. Vous pensez peut-être que l'histoire s'arrête ici, mais attendez un peu. C'est maintenant que survient le véritable bug dans la matrice. Ma femme travaille très tôt le matin, et moi, je travaille parfois de nuit, c'est-à-dire que je ne suis pas là pour voir tomber les objets. Un jour, je lui ai demandé de surveiller attentivement si quelque chose tombait du mur ou du frigo en mon absence. Et voici la partie la plus troublante, rien ne tombe quand je suis au travail. C'est là que s'achève mon récit. Je n'ai aucune explication logique à cela. Chaque fois que je suis présent, quelque chose tombe du mur. Mais quand je ne suis pas là, tout reste en place. Je vous laisse juger si c'est un bug de la réalité ou simplement une coïncidence terrifiante. Mon mari et moi étions en train de promener notre chien dans un parc urbain très fréquenté, un grand parc au cœur de la ville. Pour donner un peu de contexte, nous avons toujours vécu dans des grandes villes, entourées de foules variées et de situations parfois surprenantes. En général, il en faut beaucoup pour nous déstabiliser, nous en avons vu des choses. Ce jour-là, nous marchions le long d'un sentier animé, entouré de nombreuses personnes. Comme toujours, nous avions notre chien avec nous. C'est alors qu'un homme s'est dirigé vers nous, et dès qu'il a croisé notre regard, il a immédiatement commencé à nous fixer, presque de manière insistante. Il s'est arrêté à côté de nous et, d'un geste tout à fait naturel, il a tendu la main en disant « Salut, patron, comment ça va ?» Le tout sur un ton amical, comme s'il nous connaissait bien. Mon mari et moi nous sommes regardés, gênés, essayant de comprendre qui il pouvait bien être. Était-ce un ancien collègue ? Un voisin oublié ? Alors que nous hésitions, son attitude a brusquement changé. Il a lancé, d'une voix ferme, « Pourquoi vous me suivez ? Je vous vois partout, vous me suivez, non ?» Sa question nous a pris de court. Il a répété encore une fois, voire deux, la même accusation en nous fixant intensément, tandis que nous continuions de marcher, un peu plus rapidement, dans l'autre direction. L'homme est passé à côté de nous, continuant son chemin en sens inverse. Une fois suffisamment éloigné, j'ai compté intérieurement jusqu'à 5 avant de me retourner pour vérifier s'il nous suivait. Je voulais à la fois ignorer cette situation potentiellement dangereuse pour ne pas l'aggraver, mais aussi m'assurer qu'il ne nous talonnait pas. Quand je me suis retourné, il avait disparu. Complètement. J'ai scruté l'horizon, mais il n'était plus là. Le parc était dégagé, sans arbre ni recoin où il aurait pu se cacher en si peu de temps. Même s'il avait couru à pleine vitesse dans n'importe quelle direction, nous aurions dû l'apercevoir encore quelque part. Mais rien. Il s'était comme volatilisé. Ce qui rend cette rencontre encore plus troublante, c'est que, malgré la foule autour de nous, personne ne semblait avoir remarqué quoi que ce soit. D'habitude, dans une ville, les gens peuvent ignorer des scènes d'agitation, mais ils jettent au moins un coup d'œil furtif ou se détournent. Là, rien. Personne ne nous regardait, personne ne semblait même avoir conscience de cet homme qui criait après nous. Même les chiens présents dans le parc, habituellement sensibles à ce genre de comportement, ne semblaient pas réagir à sa présence. L'homme en question était habillé de manière impeccable. Bien sûr,
je sais que même les personnes en difficulté peuvent être bien vêtues, mais il avait l'air incroyablement riche, presque comme quelqu'un issu d'une vieille famille fortunée. Un style, prépi, soigné, avec des vêtements élégants. Il devait avoir dans les 55 ans, et il était étonnamment grand, peut-être un M98. Ce n'était pas l'allure typique des personnes que l'on croise habituellement dans ce genre de situation. Mais ce qui m'a le plus perturbé, c'était la conviction absolue avec laquelle il affirmait que nous le suivions. Son regard était terrifiant, chargé de certitude, comme s'il nous connaissait vraiment et qu'il était convaincu que nous l'avions traqué. Pourtant, ni mon mari ni moi n'avions la moindre idée de qui il pouvait être. Ce n'était pas un visage familier. Et malgré tout, nous nous sommes retrouvés à nous demander s'il était possible qu'on l'ait croisé quelque part sans nous en souvenir, peut-être dans un café plus tôt dans la journée. Un autre détail étrange, il avait un accent surprenant. Si cela, en soi, n'a rien de particulièrement extraordinaire, son accent semblait être d'origine russe, ce qui ajoutait à l'étrangeté de la rencontre. Le fait qu'il ait disparu aussi vite qu'il était apparu est ce qui nous a le plus troublés. Mon mari, qui ne croit en rien de surnaturel et qui se fie toujours à la science et aux preuves, était tout aussi déstabilisé que moi. Même lui n'avait aucune explication. Il n'y avait nulle part où cet homme pouvait se cacher en si peu de temps, et pourtant il avait complètement disparu. Nous avons vécu toutes sortes d'expériences bizarres en ville. Des gens nous ont poursuivis, menacés avec des couteaux, jetés des bouteilles, et insultés, mais cette rencontre était d'un tout autre niveau. C'était comme s'il avait surgi d'un autre temps ou d'une autre dimension, avec la certitude que nous étions liés à lui d'une manière ou d'une autre. Ce qui est certain, c'est que je n'ai aucune explication rationnelle pour ce qui s'est passé ce jour-là, et cela continue de me hanter. C'était il y a environ 15 ans. Mes deux amis et moi faisions un petit road trip pour ramener l'un d'eux chez lui, en traversant les frontières de plusieurs États. Il faisait déjà nuit noire, sans lune pour éclairer notre route, et nous roulions sur l'autoroute, entourés par un vide total, pas une voiture en vue, pas un seul lampadaire. Au bout d'un moment, nous avons commencé à manquer d'essence. Nous avons alors décidé de nous arrêter à une station-service pour faire le plein. Tout s'est passé normalement jusqu'à ce moment-là. C'est ensuite que les choses ont commencé à devenir étranges. Nous avons repris la route après avoir fait le plein, et en jetant un coup d'œil à l'horloge du tableau de bord, il était presque 2 heures du matin. À l'époque, nous n'avions que l'horloge de la radio pour suivre l'heure, et franchement, elle n'était pas très fiable. Elle avait tendance à s'éteindre de temps en temps, emportant avec elle toute la radio. Nous avons roulé pendant peut-être une demi-heure, lorsque nous sommes soudainement entrés dans un épais brouillard. À ce moment-là, la radio a commencé à grésiller, devenant complètement incohérente avant de s'éteindre définitivement. Nous n'y avons pas vraiment prêté attention et avons continué à avancer, pensant que ce n'était pas bien grave. Nous étions à environ 2 heures de la destination, donc pas d'inquiétude. On s'est mis à discuter pour passer le temps. 2 heures passent. Toujours aucun signe de vie, pas de voiture, pas de lumière, pas même de station-service. C'était comme si nous roulions dans un lieu qui n'existait pas. Le brouillard persistait autour de nous, et petit à petit, nous avons commencé à nous inquiéter de plus en plus, pensant que nous avions peut-être pris un mauvais chemin. Nous avons essayé de faire fonctionner la radio à nouveau, sans succès. Après encore 1 heure de route dans cette étrange atmosphère, nous avons enfin aperçu des lumières au loin. C'était une station-service. Soulagés, nous nous sommes rapprochés et c'est à ce moment-là que le brouillard s'est levé brusquement. En nous rapprochant, la réalité nous a frappés comme un coup de massue, c'était la même station-service où nous avions déjà fait le plein. La même. Exactement. Nous nous sommes arrêtés, choqués, et c'est alors que la radio s'est rallumée toute seule. L'horloge indiquait 3 heures du matin. Pourtant, nous avions roulé bien plus que le temps qui s'était écoulé. Nous avons essayé de trouver des explications rationnelles, peut-être avions-nous fait un cercle sans nous en rendre compte ? Peut-être n'était-ce pas la même station, mais une autre qui lui ressemblait. Nous étions perdus dans nos pensées, cherchant désespérément à comprendre. Finalement, après avoir repris la route, tout semblait redevenu normal. Plus de brouillard, et cette fois, nous avons roulé sans encombre jusqu'à la maison de notre ami, où nous sommes arrivés en 2 heures, comme prévu. Je n'ai jamais pu expliquer ce qui s'est passé ce soir-là.
C'était comme si le temps et l'espace s'étaient déformés autour de nous. Cela reste, à ce jour, l'événement le plus bizarre que j'ai jamais vécu, et je n'ai toujours aucune réponse. Il y a environ 10 minutes, quelque chose de vraiment étrange s'est produit, et je ne peux m'empêcher de l'écrire avant que mes souvenirs ne s'embrouillent. Mon père vit dans une caravane installée dans mon jardin. Plus tôt, j'avais besoin d'un oignon pour préparer le dîner, alors je lui ai envoyé un message pour lui demander s'il en avait un. Rien de plus banal. Je suis ensuite allé à la salle de bain. Pendant que j'y étais, j'ai entendu mon père entrer dans la maison, ce qui n'a rien d'inhabituel. Entendant des bruits venant de la cuisine, je me suis dit qu'il était sûrement venu déposer l'oignon ou chercher quelque chose dans le frigo, comme il le fait souvent. Une fois sorti de la salle de bain, je me suis dirigé vers la cuisine. En arrivant, j'ai aperçu mon père près du réfrigérateur, en train de refermer la porte. Tout semblait parfaitement normal, juste une journée ordinaire. Mais, alors que je continuais à marcher, j'ai soudain remarqué quelque chose d'étrange. Mon père était maintenant dans le salon, de l'autre côté de la pièce, comme s'il s'y trouvait depuis plusieurs secondes. C'était comme s'il s'était téléporté ou avait changé de place sans que je ne le voie bouger. Le temps s'est suspendu un instant dans ma tête, essayant de comprendre comment il pouvait être là, si loin du frigo où je venais de le voir. La confusion m'a immédiatement envahi. Je savais que pour se rendre dans le salon, il aurait dû passer juste devant moi, ou au moins croiser mon chemin. Pourtant, je ne l'avais ni vu ni entendu se déplacer. De plus, le salon n'est pas bien grand, il est impossible de ne pas voir quelqu'un qui passe d'une pièce à l'autre. Je me suis alors demandé si j'avais halluciné, ou si j'avais mal interprété ce que j'avais vu. Mon père, lui, semblait imperturbable, comme si rien d'anormal ne s'était produit. Il se comportait tout à fait naturellement, sans aucun signe de confusion ou de surprise, comme s'il avait simplement traversé la maison. J'ai vite compris que cela ne servait à rien de lui poser des questions sur ce qui venait de se passer. Mon père est quelqu'un de très rationnel, quelqu'un qui préfère éviter les discussions sur les événements inexplicables ou inhabituels. Pour lui, chaque situation doit avoir une explication logique. Mais pour moi, cette situation reste un mystère. Il est impossible qu'il ait pu se déplacer d'une pièce à l'autre sans que je le voie ou que je l'entende. Il y avait une sorte d'incohérence, un décalage dans la réalité que je n'arrive toujours pas à comprendre. Je reste perplexe, me demandant ce qui a bien pu se passer, et une partie de moi ne cesse de réfléchir à cette scène, essayant de trouver une explication qui fait sens. Les histoires de bugs dans la matrice ne sont pas nouvelles, et je vais te raconter ce qui m'est arrivé un jour. Cela s'est passé en 1994 ou 1995, je pourrais vérifier la date exacte. À l'époque, j'étais étudiant à l'université de Brunel, et je faisais partie de la radio étudiante. Cette année-là, nous avons voyagé à l'université de Hull pour assister à une conférence sur les stations de radio étudiantes. Nous avons passé une soirée géniale, et je me souviens parfaitement des personnes qui étaient avec moi ce soir-là. Il y avait Dave, Adrian, Yann, Emma, John et moi. Adrian était notre chauffeur, il conduisait un minibus pour nous ramener à Brunel. La distance entre les deux universités est d'environ 320 km, donc un long trajet sur l'autoroute nous attendait. Nous étions environ 15 à 20 minutes sur la route quand j'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre arrière du minibus, et là, j'ai eu une vision qui m'a glacé le sang, j'aurais juré que le minibus reculait sur l'autoroute. Mon premier réflexe a été de tapoter Yann sur l'épaule, qui était assis à côté de moi à l'arrière. À l'avant, il y avait Adrian qui conduisait, avec John et Dave à ses côtés, tandis qu'Emma, Yann et moi étions à l'arrière. Je dis à Yann, presque paniqué, on recule, on va percuter ce camion. Emma, qui observait la route elle aussi, l'a remarqué en même temps. C'était comme si nous étions entraînés en arrière à une vitesse folle, vers un poids lourd qui se rapprochait dangereusement. Nous avons tous les trois commencé à hurler, « Adrian, accélère !» On recule, on va se faire percuter. Mais Adrian ne réagissait pas. Il ne pouvait pas nous entendre. Nous crions, frappions les sièges, mais rien n'y faisait. Je me suis alors recroquevillé, m'attendant à l'impact inévitable. Pourtant, il n'y a jamais eu de collision. Après ce moment terrifiant,
je me suis tourné vers Adrian, énervé et soulagé à la fois, et j'ai crié, « Mais c'était quoi ça? Tu faisais quoi ?» Silence total. Adrian ne répondait pas. Pire encore, ni John ni Dave, assis à l'avant, ne semblaient nous entendre non plus. C'était comme si nous étions devenus invisibles, comme si notre réalité avait basculé dans quelque chose de complètement irréel. Je me tourne vers Yann et Emma et nous échangeons des regards effrayés. Nous commencions à nous poser des questions folles, sommes-nous morts? Sommes-nous en train de flotter dans une sorte d'au-delà, tandis que les autres continuent leur route, inconscients de ce qui vient de se produire? L'ambiance dans le minibus était surréaliste. Emma s'est mise à frissonner violemment, au point que nous avons dû empiler des couvertures sur elle. Elle était glacée, pâle, incapable de dire quoi que ce soit de cohérent. Puis, sans crier gare, John a soudainement grimpé par-dessus le siège arrière et s'est assis à côté de nous, comme si de rien n'était, entamant une conversation tout à fait normale. « John, est-ce que tu es mort maintenant ?» lui ai-je demandé, encore sous le choc de ce que nous vivions. Il me regarda, totalement déconcerté, et répondit « De quoi tu parles ?» Je lui ai alors expliqué ce que nous avions vu, le minibus qui reculait, l'absence de réaction d'Adrian et Dave, et le fait que nous étions incapables de communiquer avec eux. John, toujours incrédule, se tourne vers l'avant et tente de parler à Adrian et Dave, mais eux non plus ne lui répondent pas. Tout ça devenait de plus en plus effrayant. Nous avons tous les trois, Yann, Emma et moi, commencé à vraiment croire que nous étions morts, que nous avions effectivement percuté ce camion et que cette scène irréelle était une sorte d'entre-deux, une distorsion après l'accident. La panique montait en nous. Ce sentiment d'être coincé dans une réalité altérée a duré ce qui nous a semblé être des minutes interminables, peut-être 10 kilomètres, avant qu'Adrian ne se retourne enfin et nous lance avec désinvolture, « Vous êtes bien calme, là derrière, tout va bien ?» C'est de loin la chose la plus terrifiante qui me soit jamais arrivée. Encore aujourd'hui, je suis convaincu que, d'une manière ou d'une autre, nous avons reculé sur l'autoroute et frôlé cet accident mortel, mais qu'une sorte de bug dans la réalité nous a sauvés, tout en nous enfermant brièvement dans cette expérience inexplicable. Je n'ai jamais trouvé de réponse rationnelle à ce qui s'est passé ce jour-là. Il y a quelques années, ma mère, âgée d'une 60aine d'années, est venue me rendre visite depuis un autre État pour passer 2 semaines avec moi. Elle a eu de nombreux problèmes de santé dans le passé, alors elle avait apporté avec elle une grosse bouteille de pilules antidouleurs, comme elle le faisait toujours. Dès les premiers jours de sa visite, elle a voulu prendre sa dose habituelle, mais en cherchant la bouteille, impossible de la retrouver. Ce qui était étrange, c'est qu'elle posait toujours la bouteille au même endroit, sur la table basse du salon, chaque fois qu'elle venait me voir. Personne d'autre n'était entré dans mon appartement, et je n'avais pas d'animal de compagnie qui aurait pu déplacer ou cacher le flacon. Cela n'avait aucun sens. Nous avons passé des heures à chercher ce fichu flacon, retournant littéralement chaque coin de l'appartement. Nous avons regardé sous les meubles, entre les coussins du canapé, dans le congélateur, dans la poubelle. Rien. Absolument rien. Ma mère souffrait énormément sans ses médicaments, et je me sentais coupable de ne pas pouvoir l'aider. Cette disparition nous laissait à la fois perplexes et profondément troublés. Comment un objet aussi important, dans un espace aussi limité, pouvait-il simplement s'évaporer? Le lendemain, ma mère, toujours en proie à la douleur, a décidé d'écourter son séjour pour rentrer chez elle. Elle avait besoin de voir son médecin pour obtenir une nouvelle prescription, car elle ne pouvait pas continuer sans ses médicaments. Quelques mois plus tard, alors que je faisais du tri dans des vieilles boîtes rangées au fond du placard, j'ai eu un choc. Là, au milieu de ce que je pensais être des objets oubliés depuis des années, se trouvait la bouteille de médicaments de ma mère. Elle était dans une boîte, sous 2 autres boîtes, qui n'avaient pas été ouvertes depuis des années. Comment cette bouteille avait-elle pu se retrouver là? Je me suis empressé de prévenir ma mère que j'avais enfin retrouvé ses médicaments. Quand elle est venue me rendre visite une nouvelle fois, je lui ai rendu la bouteille. Curieusement, peu de temps après, elle a réussi à se sevrer complètement de ses pilules et n'en avait plus besoin. Nous en sommes venus à penser que cette mystérieuse disparition, bien que perturbante sur le moment, avait peut-être été bénéfique. Peut-être que ce détox involontaire l'avait en quelque sorte réveillée.
Plus tôt cette année, mon mari a traversé une période terrifiante où sa vie était en danger. Sans rentrer dans les détails, à ce moment de l'histoire, il était toujours alité, et nous étions temporairement installés chez mes parents. Quelques éléments de contexte sont importants. La maison de mes parents est immense. Elle compte 2 étages, un appartement sur le toit et un sous-sol. Cependant, comme elle est assez ancienne, il y a souvent des réparations à faire, presque chaque mois. Mon père est un homme à l'ancienne, qui aime faire appel aux mêmes artisans, même si ceux-ci sont parfois un peu chers. Il utilise les services du même plombier, du même électricien, et du même jardinier depuis des années. Cette histoire se déroule en Jordanie, mon pays d'origine. Bien que la majorité de la population soit musulmane, ma famille est chrétienne. Ce jour-là, nous nous sommes réveillés pour découvrir que la cuisine était complètement inondée. Mon père avait récemment fait installer un nouveau filtre à eau, mais il posait des problèmes depuis le début. Comme il devait partir pour la journée, il a immédiatement appelé son « gars des filtres à eau », oui, c'est une spécialisation plutôt rare, pour qu'il vienne régler la situation. Ce dernier lui a répondu qu'il serait là dans quelques heures. 1 heure plus tard, la sonnette retentit. Mon frère, pensant que c'était l'un des médecins venus pour mon mari, ouvre la porte et invite un homme à entrer. L'homme portait un costume et une petite mallette. Mais, à la surprise de mon frère, l'homme l'interrompt immédiatement pour lui dire qu'il n'est pas médecin, mais qu'il est là pour le filtre à eau. Ma mère, qui connaît bien l'homme habituel chargé des filtres, réalise immédiatement que ce n'est pas lui. Mais elle suppose que l'ouvrier habituel a peut-être envoyé cet homme en avance pour s'occuper du problème. Alors, elle lui demande de quoi il a besoin pour commencer. Pendant ce temps, j'étais en train de m'occuper de mon mari, donc je ne suivais la scène que d'un œil distrait. L'homme monte sur le toit pour examiner les réservoirs d'eau. Il prend quelques photos et redescend ensuite pour s'asseoir avec ma mère dans la cuisine. Il lui explique que, d'après lui, les réservoirs d'eau doivent être remplacés, et il lui donne une estimation des coûts. Ma mère, un peu hésitante, appelle mon père pour lui transmettre l'information, puis elle passe le téléphone à l'homme pour qu'il lui explique directement le problème. La conversation prend rapidement une tournure étrange. Mon père, fidèle à son « gars des filtres », préfère discuter du prix avec lui. Mais l'homme en costume commence à s'énerver, argumentant vivement avec mon père au téléphone, jusqu'à ce que ce dernier finisse par perdre patience et raccroche brusquement. Ma mère, un peu gênée par cette situation, lui demande poliment de partir, en expliquant que mon père veut parler à l'ouvrier habituel. C'est alors que l'homme répond, perplexe, « Quel patron ?» Ma mère lui donne le nom de l'ouvrier en question, mais l'homme en costume affirme n'avoir jamais entendu parler de lui. À cet instant, ma mère commence à paniquer intérieurement. Elle lui demande qui l'a envoyé, et l'homme répond simplement « Personne ». Désormais inquiète, elle lui demande combien elle lui doit pour le dérangement afin de pouvoir le faire partir rapidement. L'homme la regarde calmement et dit qu'il a remarqué l'homme allongé dans le lit médicalisé, mon mari, et que son seul paiement sera de demander à Dieu de le guérir. Puis, sans plus d'explication, il quitte la maison. Un peu plus tard dans la journée, l'ouvrier habituel arrive enfin et répare le filtre à eau. Tout rentre dans l'ordre. Pourtant, ma mère et moi étions profondément troublés par ce qui s'était passé. Nous avons passé des heures à discuter des moindres détails de cette étrange rencontre. Nous avons interrogé mon père, l'ouvrier, l'infirmière qui était présente ce jour-là, ainsi que mon frère qui avait ouvert la porte. Aucun de nous ne pouvait expliquer comment cet homme avait pu arriver ce jour-là, avec autant de précision sur ce qui se passait, sans que personne ne l'ait envoyé, ni même sans demander de rémunération. Depuis, cet événement continue de me hanter. Ma mère, de son côté, est convaincue qu'il s'agissait d'un afrite, un démon. Quant à moi, je ne sais toujours pas quoi penser. C'était en 2018. Et maintenant que j'y pense, n'est-ce pas étrange de voir à quel point cette année revient souvent dans des récits similaires. En parcourant ce forum, je remarque que beaucoup de gens semblent avoir vécu des expériences étranges cette même année. Bref, à l'époque, j'avais une Volkswagen Jetta TDI bleue de 2001. C'est avec cette voiture que j'ai appris à conduire. Même si je ne l'utilisais plus vraiment autant à cette période, elle restait souvent garée à la même place.
Je connaissais cette voiture comme ma poche. Mes amis et moi avions l'habitude de l'utiliser comme lieu de rassemblement. J'habitais alors dans une petite caravane avec mes parents et mes 2 frères et sœurs, donc l'intimité n'était pas vraiment au rendez-vous. La voiture devenait alors notre refuge. Ce n'était pas juste 1 ou 2 fois, c'était presque quotidien. Chaque soir, mes amis et moi nous retrouvions dans la voiture pour discuter, plaisanter ou simplement traîner ensemble. Je me souviens bien que la veille, nous y étions encore, en train de passer du temps dans la voiture comme d'habitude. Rien d'inhabituel ce soir-là. Pourtant, le lendemain matin, tout a basculé dans le bizarre. En jetant un simple coup d'œil par la fenêtre de la maison, mon cœur a raté un battement. La voiture, elle n'était plus bleue, mais verte. Je me suis figé. Mon regard s'est posé sur cette voiture, et j'ai dû faire un double take, une seconde vérification. Une vague de sensations étranges m'a envahi, quelque chose qui ressemblait à du déjà-vu, mais beaucoup plus puissant. C'était comme un choc, un mélange d'adrénaline et de peur, comme si j'avais assisté à un événement effrayant ou dangereux. Mon estomac s'est noué instantanément. C'est difficile à décrire maintenant, mais c'était une sensation de panique brève mais intense. Sans perdre de temps, j'ai appelé mes amis pour qu'ils viennent vérifier par eux-mêmes. L'un d'eux, avant même que je lui explique ce qui n'allait pas, a remarqué tout de suite que la voiture avait changé de couleur. Il était aussi confus que moi. Il a juré que la voiture avait toujours été bleue, tout comme moi, et tout comme les autres amis qui traînaient avec nous dans cette voiture depuis des mois. Ce qui est encore plus perturbant, c'est que, même après avoir fait des recherches, en regardant les vieilles photos, il n'y avait aucune trace d'une voiture bleue. Elle était verte sur toutes les photos. Pourtant, il y avait une seule chose qui me faisait douter de cette nouvelle réalité, le titre de propriété. Le titre indiquait que la voiture était bleue. Ce changement inexplicable nous a profondément troublés, mes amis et moi. Nous avons essayé de trouver une explication rationnelle, de comprendre comment une telle chose pouvait arriver. Mais rien n'avait de sens. Comment une voiture peut-elle changer de couleur du jour au lendemain, au point que même les souvenirs de tous ceux qui l'ont vue la veille ne correspondent plus à la réalité présente? Je vis dans une région rurale en Australie. Les faits que je vais partager sont assez uniques, donc je vais brouiller un peu les détails géographiques pour des raisons d'anonymat. Au lycée, j'ai été victime de harcèlement brutal. L'une des rares personnes qui a été sympathique avec moi était un gars appelé Brad. Nous n'étions que des amis d'amis, mais à cette époque, quiconque ne contribuait pas à rendre ma vie misérable se démarquait. En 1988, alors que j'avais 14 ans, Brad a été impliqué dans un accident de voiture. Il est décédé à l'hôpital. Il n'avait que 18 ans. Un autre garçon que je connaissais également a été tué sur le coup dans le même accident. Une enquête a révélé que des problèmes liés à l'état de la route étaient en grande partie responsables de l'accident. Ces problèmes avaient été négligés, et un organisme gouvernemental a été reconnu responsable. Peu de temps après, le père de l'autre garçon a été arrêté et finalement condamné pour de multiples infractions sexuelles sur des enfants. Près d'une vingtaine de jeunes en avaient été victimes. En résumé, c'était une période très sombre, un véritable cauchemar, marqué par des événements inoubliables pour les mauvaises raisons. Environ 1 an et demi après l'accident, j'ai fait une overdose de médicaments et je suis tombé dans le coma. J'ai survécu par pure chance, avec des dommages minimes. Cependant, j'ai gardé une petite amnésie permanente. De plus, les souvenirs des 2 années précédant mon coma sont devenus extrêmement flous et désordonnés. Depuis lors, je n'ai plus totalement confiance en ma mémoire sans confirmation extérieure. Un jour, sans raison apparente, j'ai commencé à penser à Brad de manière insistante. Cela m'a tellement perturbé que j'ai décidé de rechercher des informations sur sa mort. Mais, à ma grande surprise, je n'ai trouvé aucune trace des dizaines d'articles de journaux que je me souvenais avoir lus, ni aucun registre officiel. Dans mes souvenirs, l'accident avait eu lieu à la fin de l'automne 1989. Brad aurait été transporté par ambulance à la villa, où il serait décédé. Je me souviens clairement être allé déposer des fleurs sur sa tombe dans la ville B, ma ville natale, juste à côté du site de l'accident. Je me souvenais également qu'on m'avait dit, quelques années plus tard, que son corps avait été déplacé.
Ses parents avaient mal vécu sa mort et avaient déménagé peu après les funérailles. À l'époque, cela me semblait logique qu'ils aient pu déplacer sa dépouille. Après de longues recherches, j'ai finalement trouvé les articles et les archives. Mais j'étais complètement à côté de la plaque. La date de son décès était incorrecte dans ma mémoire, il était mort dans la ville C et avait été enterré dans la ville D. Cela m'a paru étrange. La ville C a un hôpital beaucoup plus petit et moins bien équipé, et elle est plus éloignée que l'hôpital de la ville A, où j'avais imaginé qu'il aurait été emmené. Mon mari était d'accord avec moi, il semblait illogique qu'on ait transféré un patient critique là-bas. Peu de temps après, j'ai croisé un ami commun de Brad et moi, qui avait assisté aux funérailles dans la ville D et qui a confirmé qu'il avait bien été enterré là-bas. Tout cela était étrange, mais j'ai fini par l'accepter comme un autre exemple de mes souvenirs embrouillés. La raison pour laquelle j'avais commencé à penser à Brad était qu'on approchait de son 50e anniversaire. Lorsque mon propre 50e anniversaire est arrivé, le même sentiment insistant est revenu, et j'ai relu les articles sur sa mort. À ma grande surprise, j'ai découvert l'existence d'une deuxième tombe, cette fois à Brisbane. Son nom complet, sa date de naissance et de décès figuraient sur 2 pierres tombales différentes, l'une dans la ville D, l'autre à Brisbane, toutes 2 existant simultanément, photographiées et visibles sur un site bien connu. J'ai d'abord pensé avoir manqué cette seconde tombe lors de mes premières recherches. Cette découverte a cependant réhabilité mes premiers souvenirs. Elle rendait plus plausible l'idée que j'avais raison concernant la première tombe et que mes souvenirs étaient peut-être moins erronés que je le pensais. Quelques mois plus tard, j'ai raconté toute cette histoire à une amie et j'ai voulu lui montrer les 2 tombes. Mais là, à ma stupéfaction, la tombe de la ville D avait disparu et à sa place se trouvait une autre, située dans la ville E, à 800 km de ma ville natale. La tombe de Brisbane, quant à elle, était toujours là. J'étais choqué, tout comme mon mari. Mais nous n'avions aucune explication à cela. L'affaire s'est estompée dans mon esprit, faute de réponse. Ce soir, un ami adolescent de mon neveu est décédé soudainement. Mon neveu a à peu près le même âge que j'avais quand Brad est mort. Pris par la nostalgie, je suis allé en ligne pour rendre hommage à Brad et voir sa tombe une nouvelle fois. Mais cette fois-ci, son lieu de décès était listé comme étant Sydney, et la tombe de Brisbane avait disparu. Je ne sais pas quoi en penser. 3 autres personnes peuvent corroborer que je n'ai ni imaginé ni mal interprété ces changements. Ce n'est donc pas un problème de mémoire défaillante. Les parents de Brad sont tous les 2 décédés bien avant son 50e anniversaire, et sa sœur a déménagé définitivement au Royaume-Uni avant leur décès. Je me sens complètement perdu et troublé par tout ça. Le 25 décembre à 18h, quelque chose de vraiment étrange s'est produit. Ce jour-là, j'ai décidé de commander à manger dans un restaurant local que je connais bien, un endroit que je sais être ouvert même le jour de Noël. J'ai composé le numéro, mais la ligne est allée directement sur une messagerie vocale sans aucun message. Je me suis dit, d'accord, c'est Noël, pas de souci. Je choisis alors un autre restaurant dans la ville voisine. Je vais sur leur site web, je clique sur le lien pour les appeler, je passe ma commande et je prends la route pour aller la récupérer. C'est à environ 2 sorties d'autoroute de chez moi. Je passe devant le premier restaurant, et je remarque qu'il est fermé, toutes les lumières sont éteintes. Je me dis que c'est logique étant donné qu'il ne répondait pas au téléphone. Je continue sur l'autoroute, je passe la sortie 6, celle que je dois prendre ensuite est la sortie 7. Il n'y a aucune voiture autour de moi, seulement des lumières lointaines devant, mais rien à proximité. Une de mes chansons préférées, que je n'entends presque jamais à la radio, commence à jouer. Et là, elle se coupe brusquement. Le son s'arrête. Je baisse les yeux pour vérifier ce qui se passe et la chanson reprend, sauf que c'est une chanson différente, alors que l'affichage de la radio indique toujours la première chanson. Ça aurait pu être juste une coïncidence, mais en regardant l'horloge de la voiture, je remarque que 20 minutes se sont écoulées, alors que je ne suis sur l'autoroute que depuis environ 5 minutes. Je vérifie l'heure sur mon téléphone, 20 minutes se sont vraiment écoulées. Je continue de rouler, et quand je vois la prochaine sortie, c'est la sortie 3, pas la sortie 7 comme je m'y attendais. Je suis soudainement bien plus loin, sur le mauvais côté de l'autoroute, et dans une direction qui ne fait aucun sens.
Je pense que j'ai peut-être pris la mauvaise rampe par inadvertance et que j'ai mal vu la sortie 6. Je prends cette sortie inconnue pour essayer de faire demi-tour, mais je ne trouve pas l'autre côté de l'autoroute. Je sors alors mon téléphone pour activer le GPS, mais les boutons de mon téléphone semblent désordonnés, tout est mélangé. Je me gare, je redémarre mon téléphone, et je parviens à faire fonctionner le GPS. Mais il m'envoie littéralement en cercle. Après environ 10 minutes, je retrouve enfin l'autoroute et reprends la bonne direction. À ce moment-là, il y a des voitures partout autour de moi, comme si tout était redevenu normal. J'arrive enfin au restaurant, mais là, ils me disent qu'ils n'ont jamais reçu ma commande et qu'ils n'ont aucune trace de mon appel. À ce point, je suis presque à court d'essence, alors qu'au départ, j'avais largement assez pour faire l'aller-retour sans problème. Je m'arrête à la station-service juste à côté pour faire le plein. Une fois dans ma voiture, je fais une recherche inversée du numéro que j'avais appelé, et à ma grande surprise, c'est un restaurant que je n'ai jamais entendu parler. Je retourne sur le site web où j'avais passé ma commande, et les numéros ne correspondent plus. Je regarde l'adresse du bon restaurant, je migre écran, je récupère enfin ma commande, et je reprends la route pour rentrer chez moi. Sur le chemin du retour, je repasse devant le premier restaurant, celui qui était censé être fermé. Cette fois, il est ouvert, et il y a même une file d'attente à l'extérieur. Sous le choc, je décide de m'arrêter pour vérifier ma santé mentale. J'appelle leur numéro et ils me répondent immédiatement. Ils me disent qu'ils ont été ouverts toute la soirée et qu'ils n'ont eu aucun problème avec leur téléphone. Quand je rentre enfin chez moi, mon partenaire me demande où j'ai bien pu être tout ce temps. Je n'arrive toujours pas à expliquer ce qui s'est passé, et ma mère non plus, ni personne à qui j'en ai parlé. Cela s'est produit il y a environ 1 an. Ma mère m'aidait à faire la lessive et elle a lavé les serviettes de ma salle de bain pour moi. J'avais les mêmes serviettes depuis quelques mois, des serviettes grises tout à fait basiques. Elle les a pliées et les a rangées dans ma salle de bain, comme d'habitude. Le lendemain matin, je vais prendre ma douche et je remarque quelque chose d'étrange en prenant ma serviette pour le visage. Un bouton était cousu dessus. Ça m'a immédiatement frappé comme étant très bizarre. Je demande alors à ma mère si elle avait acheté de nouvelles serviettes ou quelque chose du genre. Elle m'a demandé pourquoi je lui posais cette question, alors je lui ai montré le bouton. Le plus fou, c'est que ce bouton n'était même pas cousu correctement. Les fils traversaient la serviette comme si elle avait été pliée pendant qu'on la cousait, ce qui faisait qu'on ne pouvait plus totalement la déplier. Ma mère, visiblement aussi perplexe que moi, m'a dit « Je pensais que c'était toi qui avais fait ça pour une raison quelconque. » Nous avons toutes les deux eu un moment de panique totale. C'était trop étrange pour être une coïncidence. La seule explication logique que j'ai pu trouver, aussi absurde soit-elle, c'était que quelqu'un avait pénétré dans mon appartement et cousu un bouton sur ma serviette. Cela nous a tellement perturbés que nous avons installé des caméras à l'extérieur et des capteurs de porte, juste pour être sûr que personne ne pourrait entrer sans qu'on le sache. À ce jour, je n'ai toujours aucune explication. Je ne comprends absolument pas comment cela a pu se produire. C'était une soirée tout à fait ordinaire. Je m'asseyais sur mon lit, fatigué de la journée, et je m'apprêtais à enlever mes chaussures pour me préparer à aller dormir. Il n'y avait rien d'inhabituel, tout était calme. C'est alors que j'ai ressenti une étrange sensation autour de moi. Pas de bruit particulier, mais une sorte de bourdonnement, une vibration dans l'air, comme l'électricité statique que l'on ressent parfois en allumant un vieux téléviseur à tube cathodique. C'était un de ces moments où l'on sent que quelque chose est sur le point de se produire, sans savoir quoi. Un instinct profond m'a poussé à tourner la tête vers mon épaule droite, comme si quelqu'un m'observait. Et là, ce que j'ai vu m'a laissé sans voix. Devant moi, se tenait une jeune femme, debout derrière une vitre, dans ce qui ressemblait à une cabine entièrement blanche. La scène était si nette, si précise, que j'ai eu l'impression de regarder à travers une fenêtre vers une autre réalité. Elle était belle, avec une peau couleur chocolat, et elle portait un haut blanc ainsi qu'une mini-jupe en jean, des vêtements qui semblaient à la fois modernes et intemporels. Elle me regardait avec une expression calme, presque curieuse. Puis elle m'a fait un signe de la main, un geste léger, comme pour me demander « Est-ce que tu me vois ?»
J'étais figé. Le monde autour de moi semblait suspendu. Avant même que je ne puisse réagir, elle a disparu, tout comme la cabine blanche. Il n'y a pas eu de bruit, pas de transition lente. Elle s'est évaporée aussi soudainement qu'elle était apparue, me laissant seul, perplexe, sur mon lit. Les jours qui ont suivi, je n'ai cessé de repenser à cette apparition. Était-ce une hallucination, un rêve éveillé ? Je me suis demandé si j'avais simplement été trop fatigué ce soir-là, ou si quelque chose de plus étrange s'était produit. Mais, malgré mes doutes, cette vision me hantait. Chaque soir, en me couchant, je ne pouvais m'empêcher de penser à elle, à ce qu'elle signifiait, et si elle reviendrait. Une semaine plus tard, presque à la même heure, alors que je me préparais à nouveau pour la nuit, la sensation électrique est revenue. Cette fois, je l'ai reconnue immédiatement. Le bourdonnement léger dans l'air, cette étrange pression sur mes épaules. Je savais que quelque chose se passait. Et encore une fois, en tournant la tête, je l'ai vue. La même jeune femme, dans la même cabine blanche, portant les mêmes vêtements. Elle était là, exactement comme avant, comme si rien ne s'était passé entre les deux moments. Cette fois-ci, au lieu de rester paralysé par l'étonnement, j'ai réussi à réagir. Elle m'a refait un signe de la main, mais avant qu'elle ne disparaisse à nouveau, j'ai murmuré « Je te vois ». Elle m'a regardé un instant, comme si elle comprenait que je l'avais reconnue, puis elle s'est volatilisée à nouveau, me laissant dans un silence encore plus profond. Depuis ce jour-là, je ne l'ai jamais revue. Mais l'expérience me hante. Qui était-elle ? Pourquoi me montrait-elle cette étrange cabine blanche, comme si elle était emprisonnée dans une réalité séparée de la mienne ? Et pourquoi moi ? En 2014, je vivais avec mon petit ami de l'époque et je travaillais dans le recouvrement de dettes pour une entreprise assez connue. Je détestais ce travail, et j'avais commencé à ressentir que ma vie quotidienne devenait vraiment monotone. Étant donné que nous avions accès à des informations sensibles des gens, comme leur numéro de sécurité sociale et adresse complète, nous n'avions pas le droit d'apporter nos téléphones dans le bâtiment. Une fois par mois, on nous mettait en heures supplémentaires obligatoires, surtout quand nous travaillions sur des comptes qui allaient passer à la phase suivante du recouvrement. Mon emploi du temps pour cette semaine-là était le suivant, 10h à 21h le lundi, et 9h à 19h le mardi et le mercredi. Lundi soir, je suis rentré du travail et j'ai regardé Netflix avec mon petit ami jusqu'à ce que je m'endorme. Le lendemain matin, je me réveille pour aller aux toilettes et je regarde l'heure, il est 8h13. J'ai tout de suite paniqué, pensant que j'avais oublié de mettre mon réveil. Je me suis préparé en vitesse pour le travail. J'arrive sur le parking à 8h56, plutôt fier d'avoir quand même réussi à arriver à l'heure. En badgeant pour entrer, ma collègue Anna s'arrête et me demande « Où étais-tu hier ?» Un peu décontenancé, je lui réponds « Ici, pourquoi ?» Elle insiste en disant que je n'étais pas là, ce que je trouvais vraiment bizarre, mais j'ai simplement balayé ça d'un revers de main, j'ai badgé et suis allé à mon bureau. Anna et moi étions assez proches en tant que collègues, on se plaignait ensemble du boulot et on restait en contact via les réseaux sociaux en dehors du travail. Environ 20 minutes après le début de mon service, je jette un coup d'œil au calendrier de mon ordinateur, et là, il affiche mercredi. J'étais persuadé qu'Anna me faisait une blague bizarre en bidouillant les paramètres de mon ordinateur, surtout après m'avoir demandé où j'étais. Pendant ma pause déjeuner, je suis allé dans ma voiture comme d'habitude. En allumant mon téléphone, il affichait également mercredi. Là, j'ai commencé à paniquer sérieusement. J'ai appelé mon petit ami, qui travaillait en équipe de nuit et n'était pas encore parti au boulot. Il a regardé son téléphone, a eu la même réalisation, et lui aussi a commencé à paniquer. Ce qui est encore plus étrange, c'est que personne dans notre entourage n'avait remarqué quoi que ce soit, à part Anna. Je n'avais pas particulièrement faim ou soif, comme on pourrait s'y attendre après avoir sauté une journée complète sans manger ni boire. Mon copain et moi étions de gros fumeurs à l'époque, mais aucun de nous ne s'est réveillé avec une envie urgente de fumer, ce qui aurait dû être le cas après une journée entière sans cigarette. Nous vivions avec les deux frères de mon copain et avions deux chiens, l'un âgé et l'autre encore chiot, qui devaient sortir régulièrement. Notre chambre était au sous-sol, et on avait installé une barrière pour bébé en haut des escaliers pour éviter que les chiens ne se promènent dans la maison pendant qu'on dormait. Pourtant,
aucun des chiens n'avait eu d'accident dans la chambre, et ils n'ont pas mangé comme s'ils n'avaient pas été nourris pendant plus de 24 heures. Quand j'ai demandé aux frères de mon copain, ils ont confirmé qu'ils n'avaient ni nourri ni sorti les chiens le mardi. Je parle à ma mère tous les jours, sur le chemin du travail et en rentrant, mais elle n'a rien mentionné à propos du fait que nous n'avions pas parlé pendant une journée entière. Ni mon copain ni moi n'avons reçu d'avis de la direction pour un no-show au travail, et nous n'avons eu aucune conversation à ce sujet avec nos supérieurs. Aucun de nous n'avait de message ou d'appel manqué du mardi. À ce jour, je n'ai aucune explication raisonnable pour ce qui s'est passé, ni pourquoi nous avons perdu une journée complète. Si j'avais vécu seul, j'aurais peut-être pensé que j'étais épuisé ou que j'avais eu une sorte de maladie étrange qui m'aurait fait dormir pendant 24 heures d'affilée. Mais le fait que nous ayons tous les deux vécu la même chose sans aucune conséquence rend la situation encore plus étrange. J'y pense souvent, et personne à qui j'en ai parlé n'a été capable de me donner une explication plausible. C'est comme si nous nous étions endormis lundi soir, que nous avions cessé d'exister dans cette réalité le mardi, pour reprendre une vie normale le mercredi. C'était en 2006, je crois. J'avais 16 ans. Mon père et moi jouions souvent au golf ensemble, au moins une fois par semaine. Ce jour-là, en raison d'un problème de réservation tardive et de disponibilité, nous avons dû jouer sur un parcours que nous ne connaissions pas. Nous sommes originaires de la région de Kansas City, juste à la frontière entre le Kansas et le Missouri. Nous vivions du côté du Kansas, et d'habitude, nous jouions dans des parcours près de chez nous, en banlieue. Mais ce jour-là, nous avons dû nous rendre assez loin, probablement à une vingtaine de kilomètres, du côté du Missouri. Ce jour-là, on nous a jumelés avec un troisième joueur. Un type sympathique appelé Barry. Il devait avoir dans les 65 ou 70 ans, grand, portant un chapeau bob. Ce jour-là, j'avais vraiment du mal avec mon swing et je tranchais systématiquement la balle vers la droite, ce qui me faisait perdre beaucoup de balles dans les bois. Je me souviens que mon père m'avait offert de très bonnes balles de golf récemment, et j'en ai perdu 5 ou 6 dans les bois, ce qui me mettait vraiment en rogne, malgré ses encouragements en me disant que c'était juste une partie du jeu et qu'il ne fallait pas s'en faire. À la fin du parcours, nous avons dit au revoir à Barry, et alors que je rangeais mon sac dans la voiture, j'ai remarqué que Barry avait discrètement glissé quelques étuis de balles neuves dans mon sac. Ce geste m'a profondément ému, c'était vraiment une attention adorable, un peu rusée, typique des vieux briscards du golf. Mon père était également très touché par ce geste, je crois même que nous avons essayé de le rattraper pour le remercier avant qu'il ne parte, mais il était déjà parti. La semaine suivante, mon père s'est fait mal au dos au gymnase ou au travail, je ne me souviens plus exactement, et nous avons dû arrêter de jouer au golf pour tout l'été. Environ 10 mois plus tard, nous étions enfin prêts à faire notre premier parcours ensemble depuis sa blessure. Nous avons réservé un départ dans l'un de nos terrains de golf préférés, beaucoup plus proche de chez nous et plus familier. Sur le chemin, j'ai dit à mon père, « ce serait marrant si on tombait encore sur Barry, tu ne trouves pas ?» Il m'a regardé avec une expression étrange, et a simplement répondu, « Eh bien oui, ce serait bizarre. » Il a dû penser que c'était une question un peu folle, et c'était le cas. Nous jouions sur un parcours complètement différent, un autre jour de la semaine, à une heure totalement différente. Bref, toutes les circonstances rendaient presque impossible de retomber sur lui. Et pourtant, quand nous sommes arrivés au trou numéro 1, il était là. Barry, avec la même heure de départ que nous. Il est arrivé juste derrière nous au premier tee, et mon père a failli s'évanouir. Il m'a même demandé si j'avais organisé tout ça comme une blague, ce qui, évidemment, n'était pas le cas. Mon père a expliqué à Barry à quel point c'était étrange que j'ai justement spéculé sur la possibilité de le revoir ce jour-là. Il lui a raconté que c'était notre première partie de golf depuis la dernière fois que nous avions joué avec lui. Et le plus fou dans tout ça, c'est que Barry nous a dit que c'était aussi sa première partie de golf depuis ce jour-là. Tout comme nous, il jouait régulièrement au golf, mais pour une raison ou une autre, il n'avait pas rejoué depuis ce fameux jour où nous avions tous partagé une partie ensemble. Nous avons continué à jouer et avons passé un tour tout à fait normal. Je crois qu'il a encore glissé quelques balles dans mon sac quand je ne regardais pas, mais cette fois, je n'en ai pas perdu autant. Mon père a pris sa carte de visite, il me semble qu'il était agent d'assurance. Nous avons plaisanté sur le fait qu'il fallait rester proche de cet homme,
car le destin semblait nous avoir liés d'une manière ou d'une autre. Si mon père était encore en vie, je parie qu'il aurait gardé cette carte quelque part. Aujourd'hui encore, je me demande ce que devient Barry. On pourrait mettre tout cela sur le compte d'une coïncidence extraordinaire, mais il y a tellement de facteurs qui jouent contre l'idée que ce soit simplement un hasard. Le temps écoulé entre les deux parties, le fait que ce soit à chaque fois notre dernière partie de golf, malgré le fait que nous étions tous des joueurs réguliers. Les parcours, complètement différents, dans deux villes distinctes, séparées par 20 km. Et surtout, le fait que j'ai anticipé cette rencontre. C'est cet élément qui me perturbe le plus. Je me rendais à la banque pour déposer de l'argent, rien de spécial, juste une journée ordinaire où je marchais tranquillement vers ma banque, comme je le fais d'habitude. C'est alors qu'un homme avec son enfant m'a dépassé. Il portait un t-shirt noir avec un symbole de tigre blanc, un short et des sandales. Je n'y aurais pas prêté plus d'attention si ce qui s'est passé ensuite n'avait pas eu lieu. L'homme m'a dépassé en marchant dans la direction opposée à la mienne, et ma banque était juste devant moi, à environ 10 mètres, avec personne entrant ou sortant à ce moment-là. En entrant dans la banque, je suis immédiatement resté bouche bée. L'homme avec exactement les mêmes vêtements, tenant la main de son enfant, se trouvait juste devant moi. Même t-shirt avec un tigre blanc, même short, même sandales. Il n'y avait absolument aucune possibilité qu'il ait pu entrer avant moi, car je l'avais littéralement vu passer à côté de moi en allant dans la direction opposée, quelques secondes plus tôt. Ce qui a rendu la situation encore plus étrange, c'est qu'il m'a regardé avec le même regard confus que je lui ai adressé. Lui aussi semblait perturbé et a jeté un second coup d'œil dans ma direction en quittant la banque. Cela s'est passé il y a environ 7 heures et je suis encore complètement confus et troublé. Des idées ou des explications ? J'aimerais vraiment une explication rationnelle à ce qui vient de se passer, mais je n'arrive pas à en trouver une. Je suis habituellement quelqu'un de très sceptique, mais c'est bien une des seules choses pour lesquelles je n'ai aucune explication. Quand j'avais 12 ans, je me suis lié d'amitié avec une fille que j'avais rencontrée sur Internet. À l'âge de 16 ans, nous avons enfin eu l'occasion de nous rencontrer en personne et de passer une semaine ensemble dans une cabane. Lors de notre rencontre, elle m'a offert un collier fait main, avec une pierre. Ce collier avait une grande importance pour nous deux, alors je ne l'ai jamais enlevé. Avance rapide de 6 mois. Pendant ma première année de lycée, je me suis rapproché d'un nouveau groupe d'amis. Ils sont devenus mes meilleurs amis, et nous sommes toujours très proches aujourd'hui. L'une des filles, Anna, avait perdu sa mère subitement avant que je n'aie l'occasion de la rencontrer. Après les cours, il y avait ce pont ferroviaire d'où nous avions l'habitude de sauter dans l'eau. La première fois que je m'apprêtais à sauter, j'ai touché mon cou, un peu inquiète que le collier tombe. Je me suis dit que ça irait et que je le mettrais dans mon sac après avoir sauté. J'ai sauté, et en remontant à la surface, j'ai tout de suite senti mon cou, le collier avait disparu. J'étais vraiment déçu. 6 mois passent à nouveau. Je rentre chez la grand-mère d'Anna, et là, je vois mon collier accroché autour de l'urne de sa mère, au-dessus de la cheminée. J'ai complètement perdu mes moyens. J'ai demandé à tout le monde dans la maison s'il l'avait mis là, mais tous ont dit non. Ils pensaient que l'un de nous l'avait mis là. En cherchant à comprendre qui avait mis ce collier-là, nous avons découvert une coïncidence incroyable. J'avais reçu ce collier le jour exact où la mère d'Anna était décédée. À la même heure, même. Je ne l'ai jamais rencontrée, mais depuis cet événement, je fais souvent des rêves dans lesquels elle essaie de parler à Anna à travers moi. Par la suite, mon père est décédé de la même manière qu'elle, d'une overdose de drogue. Depuis, Anna fait souvent des rêves dans lesquels mon père me parle à travers elle, mentionnant des choses que seuls lui et moi avions partagées. Je ne sais pas vraiment ce qui rend tout cela possible, mais je suis heureuse que cela arrive. C'est comme si nos proches avaient trouvé un moyen de rester connectés à nous, même à travers des objets et des rêves. Pendant les vacances d'hiver, j'ai emmené ma fille de 14 ans faire du shopping dans un centre commercial de la grande ville d'où nous sommes originaires. À un moment, j'ai eu besoin d'aller aux toilettes, alors nous avons trouvé les toilettes pour dames. À notre arrivée,
il y avait déjà une file d'attente de 3 ou 4 femmes devant les 4 cabines, qui semblaient toutes occupées. Quelques femmes se lavaient les mains, c'était une petite salle de bain, mais elle était vraiment très animée. La femme juste devant moi dans la file était d'âge moyen, portant des vêtements plutôt jaunes et ajustés, comme un jean slim foncé et un haut de couleur vive, rouge ou rose peut-être, avec des baskets. Elle avait de longs cheveux épais et roux. Je me souviens clairement qu'elle est entrée dans la première cabine dès qu'elle s'est libérée. À ce moment-là, j'étais la première dans la file d'attente, donc je me suis mise à consulter mon téléphone en attendant qu'une autre cabine se libère. Cependant, il m'a semblé que l'attente durait vraiment longtemps. Je me suis retourné pour regarder ma fille, qui se tenait juste derrière moi. Elle m'a lancé un regard frustré, visiblement agacée par la longueur de l'attente. Finalement, je me suis décidé à me pencher pour jeter un coup d'œil sous les cabines, chose que je n'avais pas fait plus tôt puisque je pensais que les autres personnes avant moi l'avaient sûrement déjà fait. À ma grande surprise, il n'y avait personne dans la première cabine, alors que j'étais sûr d'avoir vu la femme entrer là. Pensant que je m'étais peut-être trompé, j'ai fini par entrer dans cette cabine pour faire ce que j'avais à faire. Quand nous sommes sortis des toilettes et que nous marchions vers les magasins, j'ai dit à ma fille, c'était bizarre, j'ai vu la femme devant nous entrer dans la première cabine, mais ensuite, elle était vide. Et là, elle ouvre grand les yeux, complètement surprise, et me dit, moi aussi, je l'ai vue. Nous nous souvenions toutes les deux très précisément de l'apparence de cette femme, de ses vêtements, et du fait qu'elle était entrée dans la première cabine. Ensuite, elle a totalement disparu. Ni à l'évier pour se laver les mains, ni en sortant des toilettes. Nous ne l'avons jamais revue. Ma fille est extrêmement observatrice, elle a toujours l'œil sur les détails et se souvient de tout, alors que moi, je suis plutôt tête en l'air. Cela m'a vraiment troublé qu'elle confirme ce que j'avais vu. Est-ce que les toilettes pour dames du centre commercial seraient une sorte de portail vers une autre dimension ? Il m'est arrivé quelque chose d'étrange, et je commence à me demander si je perds la tête. Une ancienne collègue, avec qui je suis toujours ami sur les réseaux sociaux, a 2 garçons. Pendant qu'elle était enceinte de son 2e enfant, elle espérait que ce serait une fille, car c'était leur dernier bébé. Finalement, c'était un magnifique petit garçon, et elle était comblée de bonheur. 6 ans plus tard, elle a annoncé une nouvelle grossesse sur les réseaux sociaux. À la fin de l'année dernière, elle avait publié une photo avec ses 2 fils, où l'on pouvait lire en gros, écrit à la craie rose, une fille, nom de famille, pour juillet 2024. Je me souviens avoir été contente pour elle, car elle avait toujours rêvé d'avoir une fille. Cette information m'était restée en tête, car cela faisait écho à ma propre situation, ayant moi-même 2 garçons, avec l'espoir, peut-être, d'avoir une fille un jour. Cependant, il y a quelques jours, elle a accouché de sa fille, mais ce qui m'a troublé, c'est qu'elle a écrit un message disant que découvrir le sexe à la naissance avait été une expérience magique pour elle. J'ai trouvé cela étrange, car je me souvenais clairement qu'elle avait déjà annoncé qu'elle attendait une fille. Intrigué, je suis retourné sur son poste d'annonce, et à ma grande surprise, il n'y avait plus aucune mention d'une fille. La photo était identique, mais il n'y avait pas de craie rose ni d'indication du sexe du bébé. Dans les commentaires, plusieurs personnes lui demandaient si elle connaissait le sexe, et elle répondait qu'ils avaient décidé de garder la surprise. Ce qui rend cela encore plus bizarre, c'est que je ne confonds pas avec quelqu'un d'autre. Cette collègue est la seule dans mon entourage à avoir cette situation avec 2 garçons et un 3e enfant à venir. De plus, mon mari se souvenait aussi que je lui avais mentionné qu'elle attendait une fille. Cette situation me laisse perplexe. Je pense avoir vécu un véritable glitch dans la matrice, un de ces moments où la réalité semble changer de manière inexplicable. Il y a quelques semaines, un mercredi, mon mari est rentré à la maison en milieu de journée et m'a annoncé qu'il avait perdu son alliance quelque part. Ce n'était pas vraiment une surprise, car il avait perdu du poids au niveau des mains, et la bague était devenue très lâche. Ce n'était pas la première fois qu'il la perdait. Je faisais du nettoyage et du rangement dans notre chambre à ce moment-là, donc nous avons fait une recherche rapide, mais sans succès. J'ai envoyé un message dans notre groupe de coloc, en pensant qu'elle finirait bien par réapparaître, comme c'était toujours le cas. Petite précision, ce jour-là, je faisais particulièrement du rangement sur la commode près de notre lit.
Mon mari l'utilise comme table de nuit et y garde ses médicaments. J'ai déplacé les bouteilles plusieurs fois, les ai fait tomber, etc. Sautez maintenant au vendredi soir tard. Mon mari prend ses médicaments du soir et trouve son alliance dans un des bouchons de ses médicaments. Pour visualiser, il s'agit de ces grands flacons orange d'ordonnance avec les bouchons blancs profonds que l'on peut retourner pour les utiliser comme petits gobelets. Le bouchon était retourné, et la bague était là, dans la partie en forme de coupe. Mon mari me demande « Où as-tu trouvé mon alliance ?» Sur le coup, je le regarde, confuse, et je lui dis que je ne l'ai pas trouvée. Lui aussi est perplexe, mais il me dit où il l'a trouvée. Je lui propose alors d'aller demander à nos colocs si quelqu'un l'a trouvée et mise là. Je vais donc demander aux 4 autres adultes et aux 5 enfants qui vivent avec nous si l'un d'eux a trouvé l'alliance et l'a placée dans ce bouchon. Mais non, personne n'a trouvé la bague. En fait, personne n'était entré dans notre chambre. Nous n'avons également été absents de la maison que 2 fois en tout durant cette période, et pour des moments très courts. Je tiens à souligner que j'avais manipulé ces bouteilles le mercredi en rangeant. Mon mari prend ce médicament 2 fois par jour, donc il avait regardé cette bouteille mercredi soir, 2 fois le jeudi et encore vendredi matin. Et pourtant, ce n'est que vendredi soir que l'alliance est apparue, dans le seul bouchon retourné, et dans le seul médicament qu'il prend aussi souvent, un endroit où il était donc sûr de la trouver rapidement. Tout le monde dans la maison était complètement abasourdi. J'ai fini par acheter une nouvelle alliance, cette fois à la bonne taille. C'était censé être des vacances relaxantes. J'avais loué un appartement à la montagne pour une semaine, un endroit isolé, parfait pour décompresser et faire du ski. Le chalet en lui-même était charmant, avec des meubles en bois massif et un immense foyer. Mais il y avait une chose qui me dérangeait depuis le début, ce grand miroir ancien, accroché au mur du salon. Il était massif, entouré d'un cadre en bois sculpté, usé par le temps, et il me donnait inexplicablement la chair de poule à chaque fois que je passais devant. J'étais venu pour skier, et j'avais bien l'intention de le faire autant que possible. Je ne rentrais à l'appartement que pour dormir. C'était un vrai régal de dévaler les pistes, et le soir, épuisé, je me glissais dans mon lit sans même prêter attention à ce miroir étrange. Mais un soir, tout a basculé. C'était en fin de journée, après une longue journée sur les pistes. Je rentrais, couvert de neige, prêt à prendre une douche. Comme d'habitude, je me déshabillais en vitesse, mais quelque chose m'a arrêté en plein mouvement. Je me suis tourné vers le miroir. Pour une raison que je ne comprenais pas, je me suis figé devant lui. C'était comme si une force invisible m'avait hypnotisé, m'obligeant à fixer mon propre reflet. Mais rapidement, j'ai compris que ce que je voyais dans le miroir n'était pas tout à fait mon reflet. Il y avait quelque chose d'étrange, d'anormal. Mes mouvements semblaient légèrement décalés, comme s'il y avait une fraction de seconde de retard. Puis, mon reflet a commencé à changer. Mes yeux semblaient plus sombres, presque vides. Mon visage prenait une expression que je ne reconnaissais pas, comme si ce n'était plus moi. Je voulais détourner les yeux, bouger, m'éloigner de ce miroir, mais quelque chose m'en empêchait. J'étais paralysé. Et soudain, j'ai senti une force, quelque chose d'invisible, qui me tirait vers le miroir. Mes pieds glissaient lentement sur le sol, sans que je ne bouge volontairement. C'était comme si je lévitais, attiré inexorablement vers cette surface de verre. La panique m'a envahi. Je voulais crier, mais aucun son ne sortait de ma bouche. Mes mains étaient tendues devant moi, et je ne pouvais rien faire pour les arrêter. Quand mes doigts ont touché le miroir, tout est devenu noir. Plus rien. Le vide total. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais quand j'ai ouvert les yeux, j'étais couché par terre, juste devant le miroir. Ma tête bourdonnait, et mon corps était engourdi. J'ai attrapé mon téléphone pour vérifier l'heure, et là, le choc, 3 jours s'étaient écoulés. 3 jours. J'avais manqué des appels de ma mère, de ma copine, des dizaines de messages inquiets. Comment avais-je pu perdre 3 jours, sans même m'en rendre compte? Je me suis redressé, terrifié et complètement désorienté. J'ai cherché des indices, quelque chose qui expliquerait ce qui m'était arrivé. Rien. Le miroir semblait normal, tout à fait inoffensif. Pourtant, je savais que quelque chose s'était passé.
Quelque chose d'indicible. Le lendemain, je suis allé consulter un médecin, espérant que quelqu'un pourrait m'expliquer ce qui s'était produit. Après quelques tests, il m'a dit que tout allait bien, que je n'avais aucun problème de santé apparent. Mais cette réponse ne me satisfaisait pas. Comment pouvais-je simplement perdre 3 jours de ma vie sans explication? Je suis rentré chez moi après cette semaine, frustré et effrayé. Je n'ai jamais osé raconter cette histoire à quelqu'un d'autre que ma copine, mais même elle ne sait pas quoi en penser. Aujourd'hui encore, je me demande ce qui m'est arrivé devant ce miroir. Était-ce une hallucination? Un rêve éveillé? Ou est-ce que ce miroir cache quelque chose de plus sombre, quelque chose que je ne comprendrai jamais? Je ne le saurai probablement jamais, mais une chose est certaine, je n'oublierai jamais ce sentiment de panique, ni cette sensation d'être happé dans une réalité qui n'était pas la mienne. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.